à l'Internet et à une couverture téléphonique à Dalala, une localité située dans la région de Kita. Le Premier ministre a lancé ce matin l'extension de la couverture réseau de télécommunications, une œuvre de l'AGEFO, agence de gestion du Fonds d'accès universel. Avec le mois de Ramadan qui s'annonce, le ministre de l'Industrie et du Commerce prend déjà les mesures pour l'approvisionnement des marchés. À cet effet, il a rencontré les membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM. Fin de la 6e édition du Salon de l'enfance de Bamako, Seba. Ce rendez-vous a regroupé les enfants venus de toutes les régions du Mali sous le thème « Un environnement protecteur pour nos enfants, une responsabilité partagée ». Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1 et rendons-nous à Dalala, dans la région de Kita, où le Premier ministre Shogel Kokalamaïga a lancé l'extension de la couverture réseau de télécommunications. Il s'agit pour les habitants de cette localité et ses environs de bénéficier d'une couverture téléphonique et d'Internet pour environ 8000 personnes, une œuvre de l'AGEFO. Envoyés spéciaux à Dalala, à Luceni Touré et Aliou Touré. C'est par un hélicoptère de Fama, puis par une route des plus chaotiques que le Premier ministre a rallié la localité de Dalala. L'accueil a été à la hauteur de l'espoir suscité par le projet. L'agence de gestion du Fonds d'accès universel, dont la mission principale est d'assurer la couverture réseau des territoires ruraux ou ceux éloignés, s'investit inlassablement dans cette quête. C'est dans ce cadre que se situe le lancement du présent projet d'extension de la couverture réseau dans la commune rurale de Sirakoro. Une opération que l'on doit en grande partie à l'opérateur Move Africa Mali, mais aussi à tous les autres opérateurs télécoms et à l'AMRTP. Les attentes de nos populations sont nombreuses, mais elles sont raisonnables. Et il nous revient à nous, AGEFO, de monter en puissance pour servir l'espérance des Maliens. Demain, nous sommes certainement attendus ailleurs. Les demandes déjà ne cessent de nous parvenir pour montrer que nous ne devons plus nous tromper de chemin, que nous devons être constants et que nous devons être respectueux de vos orientations stratégiques. Donc cet événement auquel nous assistons est l'aboutissement d'un projet de connectivité téléphonique qui va viser 46 localités à travers le pays. Ce projet pilote est donc un modèle sur lequel nous allons opiner pour mieux bâtir une connexion du territoire. De façon spécifique, il s'agit d'offrir un meilleur service téléphonique aux couches sociales qui sont mal desservies, de bénéficier d'un outil de communication moderne adapté aux nouvelles technologies et capable d'évoluer avec celles-ci, de proposer une solution opérationnelle évolutive et qui s'intègre aux technologies existantes déjà déployées par les opérateurs de téléphonie mobile. À terme, ce projet d'extension permettra de connecter plus de 8000 usagers. L'extension continue car s'inscrivant dans une politique de rapprochement des services aux usagers. Le président de la transition rappelle à tous les instants que le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Donc chaque membre du gouvernement, dans son domaine, résout les problèmes des populations à la base. Et ici à Dalala et dans la région de Kita, il y avait un très grand problème. Les populations n'avaient pas la communication. Les gens montaient sur les arbres, ils montaient sur les toits. Les communications empêchaient les populations de travailler comme elles voulaient. Donc, conformément aux orientations du chef de l'État, le conseil d'administration de l'AGEFO, dont je suis le président, avec l'accord bienveillant de tous les autres membres, a donné de nouvelles instructions à l'AGEFO. C'est dans le cadre de ces instructions qu'aujourd'hui cet organisme se déploie dans tout le Mali pour amener le téléphone dans les écoles, Internet dans les écoles, donner des communications privées à la haute administration avec le redéploiement de l'administration dans le pays que le ministre de l'administration est en train de réaliser. Et le téléphone dans toutes les zones. Ils ont donc un projet pilote de 40 localités
qui commence à être mise en œuvre. Et je suis venu ici à Dalala pour vous montrer l'engagement des hautes autorités de la transition pour faire en sorte que tous les Maliens puissent avoir accès aux technologies de l'information et de la communication. Le développement de nos contrées passe aussi et surtout par le développement des moyens de communication. La mise à disposition des NTIC est un des volets importants dans le rapprochement des administrations des administrés. Et le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration se dit très satisfait de ce travail abattu par l'AGEFO afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations de Kita au Mali et de Sigiri en Guinée. De Kita, Mahamadi Alioubari. C'est désormais une réalité. L'interconnexion réseau de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel dans le village de Dalala, commune de Sirakoro, dans la région de Kita. Le lancement de ce projet d'extension de la couverture du réseau à Dalala est déjà perçu par la communauté venue des 15 villages de Brigou et de la Guinée-Conakry comme un moyen fiable d'avoir accès au monde du numérique. Ici, c'est Dalala. Toute ma reconnaissance à l'endroit de son Excellence Assimi Goïta. Tous les Birgo dans son histoire n'oubliera jamais cette marque d'assistance aux populations. Que tous vos souhaits pour ce Mali se réalisent grâce à Dieu. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale. Il met fin à plus de 30 ans d'attente. La transformation numérique du territoire à travers la poursuite de la couverture des réseaux en zone rurale et la réalisation du réseau de 60 mètres, et à Dalala s'inscrivent en droite ligne de la volonté du plus haute autorité de la transition sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Ici, au centre d'Azefo de Dalala, plus de 70 plaques solaires assurent le fonctionnement et l'ouverture des lieux a permis de créer de l'emploi local pour la jeunesse de Dalala et environ. Nous retenons globalement que ce n'est qu'un début. L'AGEFO, qui est le maître d'ouvrage de cette activité, permet de le faire en projet de 40 localités. Et ce n'est qu'un début pour nous ici. Et la frontière guinéenne de notre cercle également va profiter des investissements très bientôt du même genre. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que nous avons procédé à l'inauguration de ce centre et qui va desservir 8000 villageois et des hameaux, et aussi desservir dans beaucoup d'autres domaines les passagers aussi qui passent par là, dans cette zone. Et notre souhait, c'est de l'étendre très prochainement à d'autres localités pour enfin finir par couvrir toutes les zones rurales du Mali et parfaire la couverture téléphonique du pays. Les techniciens de l'AGEFO rassurent que le centre de Dalala servira également de moyen pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Les nouvelles des FAMA sur le terrain. Les vecteurs aériens de l'armée malienne ont effectué 2 frappes aujourd'hui, 28 décembre, dans la région de Kidal, précisément au nord-est de la localité d'Abeibara. Le bilan de ces opérations est de 6 terroristes neutralisés et un pick-up détruit. Le commentaire de Abdoulaye Sako. Au cours de leur patrouille et en fonction des renseignements reçus, nos vecteurs aériens ont repéré aujourd'hui 6 terroristes sous un arbre à 98 km au nord-est de Kidal. Au moment où ces ennemis de la paix peaufinent leur plan avant de s'attaquer à une infrastructure militaire, au-dessus d'eux, nos vecteurs aériens préparaient 6 tickets d'entrée pour les envoyer à l'enfer. Patience. On sait que vous voulez savoir comment ils vont effectuer ce fameux voyage. Mais n'oubliez pas qu'il faut une certaine préparation pour envoyer des terroristes de ce monde à l'au-delà, car ça va se passer très vite. Soyez très vigilants. Les passagers sont bien arrivés à destination, et cela sans escale avec un personnel dédié aux petits soins. Aujourd'hui, les terroristes ne savent plus où donner de la tête. Bon, cela n'est pas étonnant de leur part, surtout quand on a de l'eau à la place du cerveau. Dans la localité d'Abeibara, un véhicule pick-up a trouvé refuge sous un arbre. Pourtant,
Les occupants ne sont pas étrangers à la puissance de frappe de l'armée, mais ignoraient que nos vecteurs aériens sont en promotion de 200% aujourd'hui. Les terroristes sont expédiés de l'autre côté en quelques secondes. Et ils viennent d'en bénéficier avec tous les bonus. Ces deux frappes ont permis de neutraliser des terroristes et détruire un pick-up. Les opérations de nettoyage continuent dans la localité. Voilà, un commentaire de Abdoulaye Sako. Rétrocession du camp de la MINUSMA de Tombouctou. Au cours de la cérémonie, la partie malienne a d'abord échangé avec le personnel onusien resté pour la circonstance avant de signer le document. Reportage Yéya Tondina. Ce 28 décembre s'est effectuée la rétrocession du camp de la MINUSMA aux autorités régionales de Tombouctou. Cette étape, qui s'est déroulée en présence des représentants onusiens et des autorités maliennes, marque le début de la phase de liquidation au Mali. C'est dans une ambiance de convivialité que les deux parties ont procédé à la signature des documents et des propos de reconnaissance de part et d'autre ont été tenus. Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude et mon profond respect à l'ensemble du personnel civil et uniforme qui contribuait au succès de la mission à fil de 7 ans. J'aimerais rendre hommage à ceux qui ont conçu les sacrifices ultimes au nom de la paix et de la sécurité au Mali. Ce camp de Tombouctou, bâti sur une superficie de plus de 50 hectares, sera désormais sous la responsabilité des forces armées et de sécurité, à travers le chef de l'exécutif régional. Les chefs des unités FAMA, les autorités politiques et la société civile étaient aussi présents pour témoigner de leur présence à cet événement de portée majeure. Au nom des plus hautes autorités de la transition, au nom de la population de la région de Tombouctou et au mien propre, je voudrais dire merci à la MINUSMA pour les efforts accomplis dans le cadre du retour de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale dans la région de Tombouctou ici. Autre temps fort de la cérémonie de rétrocession, c'est la montée du drapeau malien et la descente de celui des Nations Unies, les échanges des livrets entre les deux parties et la remise officielle de la clé du camp. Je le disais dans les titres, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré les membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM. À l'approche du mois de Ramadan, il a tenu à échanger avec les opérateurs économiques pour l'approvisionnement des marchés en denrées de première nécessité, aussi pour éviter la spéculation. Compte rendu, Boubacar Bablentouri. Ce cadre d'échange entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, s'inscrit dans le cadre d'une rencontre périodique que le département organise avec les opérateurs économiques. Il vise à prendre des mesures pour non seulement s'assurer de l'approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité, mais aussi de prévenir d'éventuelles flambées de prix sur le marché, surtout à quelques mois du mois de Ramadan. Nous avons examiné particulièrement l'approvisionnement du Mali en sucre, et notamment dans la perspective du mois de Ramadan qui s'annonce pour le 11 mars 2024. L'État lui-même a pris des dispositions en procédant au cantonnement de 25 000 tonnes dans la production du soukala et de N-soukala, de façon à assurer une distribution correcte de ce denrée de première nécessité qu'est le sucre pendant le mois de Ramadan. Mais en plus de cette disposition prise par le gouvernement, nous avons échangé avec la Chambre des commerces et d'industrie du Mali comment aujourd'hui prendre par anticipation des mesures de façon à assurer l'approvisionnement correct du marché pendant le mois de Ramadan en matière de sucre. Nous prenons l'engagement que les Maliens ne connaîtront pas de problème pour ce qui est de l'accès aux denrées alimentaires pour le mois de Ramadan qui s'annonce. Au sortir de cette rencontre, le ministre se dit rassuré et confiant pour ce qui est de l'engagement de l'État et les opérateurs économiques à tout mettre en œuvre pour l'approvisionnement correct du marché et la stabilité des prix. Deuxième session ordinaire du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Les participants ont partagé des informations relatives au statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Le reportage de Nohom Sissoko. Au menu de cette deuxième session du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, des échanges autour des projets de texte portant création, organisation et fonctionnement de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. En somme, il s'agit de l'érection de la Direction nationale en direction générale. Elle est consécutive à des motivations qui ont reçu l'adhésion de l'ensemble des acteurs impliqués.
Il s'agit notamment du redimensionnement du service au plan structurel, de la modernisation du service, de l'amélioration de la gouvernance du service et de la mise en œuvre d'un engagement gouvernemental envers les organisations syndicales. Il s'est aussi agi de partager les informations liées au statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance, des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée et son décret d'application dont les avant-projets ont été examinés lors de la session inaugurale. Des avancées notoires sont à signaler, même si ces projets n'ont pas encore été adoptés par le gouvernement. Ils sont en cours de traitement et font l'objet de concertations avec tous les départements ministériels concernés, notamment les ministères de l'économie et des finances et le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Et le ministre d'ajouter que l'année 2023 a été marquée par d'importants investissements pour l'amélioration des infrastructures pénitentiaires, la sécurisation des installations, la modernisation du service, l'amélioration de la gouvernance carcérale et des conditions de détention, ainsi que la gestion rationnelle de la surpopulation carcérale. Les administrateurs de l'INPS sont réunis à la faveur de 3 sessions, dont celle relative au budget et programme d'activité de 2024. Le président du conseil d'administration a salué les efforts de la direction de l'INPS à l'endroit des travailleurs. Fousseni Tunkara. Ceux ainsi réunis ont un objectif en commun, celui de concourir au rayonnement de l'Institut national de prévoyance sociale. Pour la présente rencontre, ils abordent 3 exercices à la fois. Il s'agit de la 102e session portant sur l'examen et l'adoption du projet de budget 2024 de l'AMO, la 103e session en lien au budget et programme d'activité 2024 de l'INPS et enfin la session relative au rapport d'activité du directeur général de l'INPS. J'ose espérer qu'à la lumière de vos riches expériences et de pertinentes expertises, un examen minutieux de ces documents permettra d'indiquer à la direction générale des recommandations pertinentes pour la réussite de cette noble mission de service public. L'INPS demeure l'instrument de protection sociale des travailleurs du secteur privé et assimilé. À ce titre, nous réaffirmons notre engagement à aller partout où il y a un travailleur pour assurer sa protection. C'est avec une grande sérénité que le directeur général de l'INPS et son équipe se prêtent à l'exercice. L'intérêt qu'il accorde à la séance est grand. C'est un parcours bilan qui se fait à travers ces différentes sessions. Et mieux que ça, il y a une évaluation, sinon la construction d'un plan stratégique pour les activités futures. Et en ces termes-là, il faut comprendre que de gros efforts sont attendus des services. Et c'est dans ce sens-là aussi que le Conseil formule des recommandations pertinentes pour qu'on fasse une optimisation des ressources de cotisation. Autrement dit, qu'on déploie tous les moyens nécessaires pour que l'argent rentre afin que l'INPS puisse faire face à ses engagements. Pour maintenir l'équilibre et faire face à la planification pour l'année à venir, le projet de budget 2024 de l'INPS est estimé à plus de 268 milliards 451 millions de francs CFA. Un peu plus de 12 milliards et demi de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2024 de l'ORTM adopté ce matin lors des travaux de la 53e session du conseil d'administration de la structure. Les administrateurs ont également donné leur quitus à la mise en œuvre des grilles radio et télé 2024 et au projet de programme d'activité 2024. Reportage Mamari Koné. Cette 53e session du conseil d'administration de l'Office des radios-télévisions du Mali ORTM se tient dans un contexte de crise marqué par d'énormes perturbations dans l'économie nationale. Des perturbations qui ont eu un impact négatif sur les activités de l'Office, se traduisant du coup par une baisse substantielle des ressources propres. Malgré un contexte aussi difficile, l'espoir est permis de voir bientôt la future maison de la radio-télévision opérationnelle. En effet, les travaux du chantier de construction se poursuivent normalement. La volonté politique des autorités de la transition de mener à bien ce chantier n'est plus à démontrer. L'augmentation croissante de la part du budget alloué au budget spécial d'investissement, qui passe de 700 millions à 1 milliard de francs CFA, est une illustration la plus parfaite. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les autorités de la transition qui ne ménagent aucun effort pour faire du rêve de la Tour de l'ORTM une réalité.
À ces efforts du gouvernement, il faut ajouter la retransmission de 2 événements sportifs majeurs que sont la Coupe du monde des moins de 17 ans en Indonésie et de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. La retransmission à la télévision nationale de ces 2 compétitions majeures doit coûter à l'État plus de 650 millions de francs CFA. En décidant du paiement des droits de transmission des matchs de ces compétitions internationales, le gouvernement est convaincu que le sport ne saurait se limiter à sa dimension de simple divertissement, mais qu'il s'affirme plutôt comme un outil crucial de cohésion sociale. Cependant, dans la perspective d'une compétition majeure comme la CAN, il urge d'apporter un appui budgétaire supplémentaire à l'ORTM en vue de lui permettre de mieux faire face au délestage en assurant la continuité du service public, la radiodiffusion, pendant cette période cruciale pour notre jeunesse. En 2024, les défis ne manqueront pas à l'Office. Il s'agit notamment de la diversification des ressources et dans cette perspective, on aura en ligne de mire la mise en œuvre des textes de la redevance radio et télé et l'appurement des arriérés dus à l'ORTM par ses partenaires. Au nombre des défis, on retient également la mobilisation sociale et la couverture médiatique des actions de sécurisation et de pacification du territoire et des populations entamées par l'armée nationale depuis plusieurs années et qui ont enregistré des succès éclatants et historiques ces derniers jours dans les régions du nord de notre pays. De la même manière, je souhaite que l'ORTM continue d'accompagner l'État dans les efforts de renforcement de sa présence et de retour des services sociaux de base dans les régions où les populations ont souffert de cette absence pendant plus d'une décennie. Je voudrais féliciter la direction générale et le personnel de l'ORTM pour le brio avec lequel ils ont assuré la couverture médiatique des opérations de pacification du territoire national conduites par l'armée nationale depuis plusieurs mois. Il s'agira aussi pour l'ORTM de fournir un travail de qualité pour contrer la campagne d'intoxication orchestrée contre notre pays. C'est-à-dire donc que 2024 ne sera pas du tout repos. Les activités programmées s'articulent principalement autour des actions ci-après. Le développement d'une politique de production et de diffusion de programmes radio-TV en rapport avec les objectifs de développement socio-économique de notre pays, l'accompagnement des autorités de la transition dans la mise en place des réformes politiques et institutionnelles, la promotion de la diversité culturelle et des langues nationales, l'amélioration de la qualité des programmes radio et télévision, la poursuite du programme de numérisation d'équipements et d'archivage, la poursuite des travaux de construction de la maison de la radio-télévision, la mise en application des différents tests relatifs à la redevance radio-TV. Le budget prévisionnel 2024 s'élève à un peu plus de 12,5 milliards de francs CFA, dont 38% de ressources propres et 62% de subventions de l'État. Quant aux grilles radio et télé 2024, elles ne changent pas fondamentalement. Les défis liés à la mobilisation sociale et la couverture médiatique des actions de pacification menées par l'armée nationale, ainsi que l'accompagnement des autorités de la transition dans la conduite des réformes politiques et institutionnelles, devraient laisser plus d'espace pour l'organisation de débats contradictoires sur les grandes questions de la nation, pour la valorisation des langues nationales et pour la sensibilisation et l'éducation citoyenne des populations. J'adresse au nom du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, M. Alhamdou Aguilan, à la direction et au personnel de l'ORTM, toutes mes félicitations pour les efforts consentis dans l'accompagnement des actions phares du gouvernement et tous mes encouragements pour la mission de service public. À l'entame des travaux, le président du conseil d'administration a fait observer 1 minute de silence à la mémoire des 2 membres du conseil et de tous les agents qui nous ont quittés en 2023. Et oui, l'ORTM, la passion du service public, en tout cas, beaucoup de choses vous attendent en 2024, Inch'Allah. Parlons également de la 26e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité routière. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2024. Les administrateurs ont aussi examiné le programme et le bilan financier de 2023. Nouhoum Sissoko. L'ANASER
Agence nationale de la sécurité routière a programmé 44 activités au titre de l'année 2024, dont 32 ont été exécutées, 11 sont en cours d'exécution et une activité non réalisée. Quant au budget du même exercice, il a été exécuté à un peu plus de 115%. Sur une prévision budgétaire annuelle de 2 869 651 588 francs, l'ANASER a réalisé au 30 novembre 2023 des recettes d'un montant de 2 412 29 819 francs CFA, soit un taux de réalisation de 84,05%. Quant aux dépenses, elles ont été exécutées à hauteur de 2 173 577 452 francs CFA au 30 novembre 2023, sur une prévision annuelle de 2 869 651 588 francs CFA, soit un taux d'exécution de 75,74%. L'année qui s'achève a été marquée par l'exécution de plusieurs activités, entre autres la tenue de l'atelier de validation des statistiques d'accidents de la circulation routière de l'année 2022, l'information des jeunes usagers de la route dans les écoles et collèges, les lycées, les points de commerce et les lieux de travail, sur les téléphones au volant, l'excès de vitesse, le port de casques de protection. Le contrôle routier conjoint ANASER Gendarmerie et ANASER Police sur les infractions aux règles de la circulation. Cette dynamique enclenchée en 2023 doit être consolidée en 2024 par le renforcement du cadre institutionnel de gestion et de coordination de la sécurité routière à travers la création de l'organe d'orientation de la sécurité routière avec à la clé un ambitieux programme d'activités à réaliser. L'année 2024, nous avons prévu la mise en œuvre de 56 activités contre 44 en 2023. C'est que nous allons bien entendu intensifier tout ce qui est campagne de sensibilisation et de communication sur la sécurité routière. Nous allons introduire dans la circulation des outils de gestion des trafics, notamment les panneaux à messages variables. Nous allons accentuer les contrôles routiers inopinés avec la police nationale au niveau urbain et la gendarmerie nationale en rase campagne. Pour mettre tout ça en œuvre, nous avons prévu un budget de 3 milliards 200 millions. La mise en œuvre de ces activités doit contribuer notamment au développement des capacités d'action dans le domaine de la sécurité routière, à la disponibilité de statistiques fiables et exhaustives, au changement de comportement des usagers de la route, au respect des règles de la circulation routière. Les administrateurs de la Caisse malienne de sécurité sociale, eux, ont tenu la 31e session du conseil d'administration de la structure. Plusieurs points dont le projet de budget 2024 ont été abordés afin de permettre à la Caisse d'exécuter convenablement ses missions. Le point avec Al-Jumatina et Abdul Salam Bambara. Chargé de gérer les régimes des pensions et des maladies professionnelles pour les fonctionnaires civils, militaires et les parlementaires, la Caisse malienne de sécurité sociale place cette 31e session de son conseil d'administration sous le signe du renforcement des acquis et de la maîtrise des dépenses dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. En dépit du contexte actuel, la CMSS a pu assurer ses principales missions en faveur de ses assurés. La mobilisation de ces recettes techniques, le paiement régulier des pensions et la gestion déléguée de l'assurance maladie obligatoire. Aussi, le budget de la CMSS au titre de l'exercice 2022 et le plan d'action 2022 ont pu être exécutés de façon satisfaisante avec plus de 95% du taux d'exécution du budget et la réalisation de 41 activités sur 71 programmées. En outre, dans le cadre de la délégation de la gestion de l'AMO, au titre de l'exercice 2022, la CMSS a reçu et traité 42 434 demandes de pré-immatriculation. Recouvré et reversé 40 279 204 204 à la CANAM. Liquidé 3 797 621 feuilles de soins pour un montant payé de 32 189 608 197 francs CFA. Organisme gestionnaire délégué de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse malienne de sécurité sociale s'occupe également du recouvrement des cotisations pour le compte de la CANAM.
Lors de cette 31e session, couplée à la 22e session du conseil d'administration de la délégation de gestion de l'assurance maladie obligatoire, la ministre de la Santé et du Développement social a félicité la direction générale de la CMSS pour les résultats obtenus. Faisant partie des points inscrits à l'ordre du jour, le projet de budget 2024 de la Caisse s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la protection sociale. Cette dynamique a été maintenue en 2023, ce qui permet d'avoir de bonnes perspectives pour l'année 2024. Ainsi, le projet de budget de la CMSS au titre de l'exercice 2024 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 197 124 941 000 francs CFA. Le projet de budget au titre de l'AMO pour l'exercice 2024 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 39 45 326 000 francs CFA. Après de loyaux services à la nation lorsqu'on est admis à la retraite, et on s'attend à ce que l'État ne nous oublie pas. Et la Caisse vraiment fait ce travail-là. Les conclusions et recommandations qui seront issues au terme des 2 sessions permettront à la Caisse malienne de sécurité sociale d'assurer davantage à hauteur de souhait la gestion déléguée de l'assurance maladie obligatoire AMO ainsi que l'accomplissement général de ses missions. Les membres du comité de pilotage du projet d'interconnexion électrique ont tenu leur 6e réunion. Ce projet permet de fournir les zones bénéficiaires des 2 pays en électricité. Le point avec Koumba Sissé. Assurer la fourniture de l'électricité aux populations, c'est l'objectif du projet d'interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali, PIGM. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le suivi de ce projet se retrouvent pour leur 6e réunion du comité de pilotage. L'interconnexion électrique entre la Guinée et le Mali est bien plus qu'une simple infrastructure. En effet, le projet ainsi besoin en était de les rappeler consiste en la construction d'une ligne électrique de structure à double terne 225 kV d'une longueur d'environ 714 km entre la ville de Sanangoraba au Mali et celle de Zéro-Corée passant par Fomi en Guinée et l'implantation ou l'extension des postes de transformation associés dans les localités de Sikri, Fomi, Kankan, Kourouané, Bela, Zéro-Corée en Guinée et Sanangoraba au Mali. Ce projet Guinée-Mali, c'est pour nous permettre d'augmenter notre capacité de transit à partir de la Guinée. C'est-à-dire à partir de la Guinée, on va pouvoir transiter de l'énergie jusqu'à 400 mégas parce que c'est une ligne double terne. Donc là, ça va nous soulager dans la desserte électrique. Au Mali, les résultats de ce projet d'électrification sont beaucoup plus visibles dans la région de Koulikoro, précisément à Sanankourouba. Nous en sommes à une quarantaine de localités électrifiées dans la commune de Sanankourouba et Kanyogo-Nouba. D'autres viendront. Il y a une trentaine aussi dont les travaux sont beaucoup avancés. La partie guinéenne, endeuillée par l'incendie, n'a pas pu effectuer le déplacement. Elle a donc participé à la réunion par visioconférence. À l'entame des travaux, 1 minute de silence a été observée en la mémoire des victimes de cet incident. 13e revue sectorielle conjointe du secteur agricole, un cadre d'échange et de réflexion sur l'état du secteur développement rural. Durant 2 jours, les acteurs agricoles vont formuler des propositions et recommandations permettant d'améliorer la filière agricole. Boubacar Koulibaly et Aruna Diarra. À la faveur de la 13e revue sectorielle conjointe du secteur agricole, les acteurs de la filière échangent avec leurs ministres de tutelle. Il s'agit, à travers cet atelier, de réfléchir et proposer des stratégies en vue d'améliorer la production agricole. Pendant 2 jours, vous aurez à échanger sur les réformes en cours et les sujets d'actualité. Il s'agit, entre autres, de la politique du foncier et l'élaboration des textes d'application de la loi d'orientation agricole, le niveau de mise en œuvre de la politique de développement agricole, l'état de mise en œuvre du plan national d'investissement dans le secteur agricole, la problématique des politiques et stratégies du secteur agricole d'une part, les cohérences des politiques et stratégies en lien avec les autres secteurs du développement économique,
l'état de santé de la profession agricole. Présent à la rencontre, le ministre de l'Environnement a rappelé l'importance de cette revue sectorielle dans l'atteinte des objectifs de son département. Cette revue sectorielle n'est pas utile seulement pour le secteur de l'agriculture. Les données que vous allez valider, les conclusions auxquelles vous allez aboutir seront exploitées aussi par le secteur de l'environnement dans la mise à jour des données de notre CDN. Malgré les résultats enregistrés, beaucoup de contraintes demeurent, parmi lesquelles la dépendance de l'agriculture aux précipitations, la difficulté de mobilisation des financements, entre autres. Et de cette rencontre devra sortir des recommandations devant faire face à ces défis. Installation du nouveau bureau de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali, et c'est Yacouba Traoré qui dirige désormais la Confédération avec un bureau de 12 membres. Reportage Mohamed Sankari. Élu à l'unanimité le 8 décembre dernier par les producteurs du Mali, le voilà officiellement installé à la tête de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. Yacouba Traoré compte relever le défi de l'entente et de la cohésion sociale entre les producteurs de l'or blanc du Mali. Je demande aux cotonculteurs de s'entendre et de se donner la main, que les autorités fassent en sorte que la productivité des producteurs soit rentable. Cette cérémonie est le résultat d'un long processus de gestion d'une crise née du renouvellement des organes de gestion et du contrôle de la Confédération des producteurs de coton du Mali. À la fin de ce processus, ce que nous pouvons retenir, c'est que les producteurs de coton doivent régler leurs litiges électoraux entre eux avec l'appui des autorités traditionnelles, mais pas devant les tribunaux. Je félicite le nouveau bureau de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. La production du coton constitue le moteur de l'économie malienne. Le rôle du mandataire pour un bon climat social entre les producteurs de coton a été hautement salué par les ministres de l'Agriculture et celle de la Santé et du Développement social. C'est pour moi le lieu de remercier les mandataires judiciaires et toutes les équipes qui les ont accompagnés pour l'atteinte de ces résultats formidables. Aussi, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations aux élus ici présents pour conduire la destinée de la Confédération. Par la même occasion, je vous invite, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, à fédérer vos efforts pour relever le défi de la gouvernance. Yacouba Traoré dirige désormais un bureau de 12 membres sous la supervision de 5 membres de surveillance de gestion. Fin de la 6e édition du Salon de l'enfance de Bamako, SEBA, c'était à la Cité des enfants. Ce rendez-vous annuel a regroupé durant 5 jours les enfants venus de toutes les régions du Mali, du district de Bamako et ceux de la communauté africaine vivant au Mali sous le thème « Un environnement protecteur pour nos enfants, une responsabilité partagée ». Le compte-rendu de Sokona Kamisoko. Sur cette note musicale, de menu ensemble instrumental de la Cité des enfants et ce sketch du groupe scolaire Frifrini sur la libération de la région de Kidal par les forces armées maliennes que s'achève la 6e édition du Salon de l'enfance de Bamako. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui aura comblé les attentes des participants. J'aimerais porter un accent essentiel sur la participation active des régions, car cette 6e édition s'est vue être une première. Du fait que nous, les régions, nous avons été consultés pour chaque décision prise, mais aussi notre implication a été totale dans toutes les activités réalisées. Je réitère l'ensemble et le soutien de l'UNICEF à toutes les filles et à tous les garçons du Mali pour que chacun et chacune puisse grandir dans la paix et jouir de ses droits. Pendant 5 jours, les enfants ont participé à des ateliers de formation, des panels de discussion, des activités socio-culturelles et sportives. Toutes choses qui leur ont permis de produire des articles. L'édition 2023 tablait sur plus de 5000 visiteurs, un objectif qui semble être atteint. Pendant 5 jours, vous avez communié, sympathisé dans une saine atmosphère de camaraderie à travers des panels de discussion en lien avec la protection des droits des enfants, des ateliers de formation sur le recyclage des objets plastiques, la robotique,
des techniques d'apprentissage de la lecture via la robotique, ainsi que la santé de la reproduction. Il faut noter également l'organisation des veillées nocturnes, grâce auxquelles le brassage a été favorisé. La particularité de cette édition est la participation des enfants issus de certaines communautés africaines résidentes au Mali. Cette 6e édition du Salon de l'enfance de Bamako avait pour thème un environnement protecteur pour nos enfants, une responsabilité partagée. L'activité referme définitivement ses portes sur cette prestation de la diva de Wassoulou, Oumou Sangaré. Et vivement l'édition prochaine, lancement de la Semaine mondiale d'information de la résistance aux antimicrobiens. L'objectif est de renforcer la lutte à travers la sensibilisation et des actions concrètes. Compte rendu chez Koumar Kamara et Sidiki Touré. Renforcer la sensibilisation et les mesures de prévention en faveur de lutte contre la résistance aux antibiotiques, c'est l'objectif de la Semaine mondiale contre cette pathologie. Le Mali n'est pas resté en marge de cet événement. Notre pays, à l'instar de ceux du monde et particulièrement de la région africaine, reste confronté à l'émergence de la résistance aux antimicrobiens. 18 au 24 novembre, ça c'est consacré à la Semaine mondiale d'information sur la résistance aux antimicrobiens. Donc le Mali est en train de faire le lancement de cette semaine aujourd'hui sous la présidence du ministère de la Santé. C'est une lutte multisectorielle avec l'implication des différents secteurs, dont la santé humaine, la santé animale, l'agriculture et l'environnement. Le Mali a fait des progrès significatifs à travers la mise en place des structures de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, le développement des plans d'action national, le renforcement des capacités des laboratoires et des individus, entre autres, pour endiguer ce fléau. Mais toutefois, des défis restent à relever. Il faudrait bien entendu vulgariser, il faudrait que nous tous ensemble, nous puissions bien entendu lutter contre cette résistance antimicrobienne qui veut dire tout simplement les prescriptions irrationnelles, l'utilisation des médicaments par terre, etc. Et il faudrait encore une fois sensibiliser et les prestataires et aussi bien la population par rapport à l'utilisation surtout des médicaments et particulièrement les antibiotiques pour éviter vraiment la résistance, cette résistance qui peut être la cause de beaucoup de décès aujourd'hui. La résistance aux antibiotiques est une crise mondiale des soins de santé qui menace des millions de vies. C'est pourquoi les participants sont invités à la conjugaison d'efforts pour le renforcement des systèmes de santé afin de limiter l'émergence, la propagation et l'impact de cette maladie. Nous sommes pleinement satisfaits de cette journée parce que vraiment à cette journée, nous avons vu la participation massive des acteurs des différents départements sectoriels, en commençant par le ministère de la Santé, l'Environnement, l'Agriculture et l'Élevage. Donc c'est un phénomène mondial. Donc il est opportun aujourd'hui que vraiment nous nous organisions pour pouvoir mettre en place un dispositif non seulement pour surveiller cette résistance, mais également prendre les dispositions pour pouvoir lutter efficacement contre le phénomène au Mali. Le projet MTAPS USAID a été mis en œuvre en 2018. Il œuvre pour le renforcement des systèmes sanitaires au Mali. La commission gestion des eaux de Sélingué et du barrage de Markala a fait le bilan de ses activités de 2023. Les membres de la commission étaient réunis également pour des perspectives. Le reportage de Daouda Koni. Cet atelier consiste à partager avec l'ensemble des acteurs et usagers ainsi que les partenaires techniques et financiers le bilan des activités réalisées en 2023 et les perspectives pour 2024. La réunion s'est tenue tous les mois durant 2023 et à chaque réunion il y a eu des recommandations qui ont été formulées et donc pour lesquelles il y a eu des mises en œuvre. Donc nous sommes en train de faire le bilan effectivement de toute l'année 2023 par rapport effectivement à la fonctionnalité de cet organe qu'on appelle la CGSM. Cette année, la commission de gestion des eaux de la retenue de Sélingué et du barrage de Markala CGSM a mené plusieurs actions pour la conciliation des besoins en eau de l'ensemble des usagers dépendants des ressources en eau de la retenue de Sélingué et du barrage de Markala. Il s'agit, entre autres, du suivi de l'allocation des ressources en eau entre les différents acteurs en aval de la retenue de Sélingué pour la satisfaction des besoins de l'ensemble des usagers. Depuis sa création, en 2002, la Commission a été l'unique cadre de concertation fonctionnelle autour de la gestion des eaux de la retenue de Sélingué et du barrage de Markala.
Elle constitue aujourd'hui un excellent modèle de gestion intégrée des ressources en eau. Et elle a enregistré un bilan satisfaisant, notamment l'élaboration d'une courbe de gestion optimale annuelle. Au sortir d'une journée d'échange et de partage d'informations, les membres feront des recommandations pour une meilleure gestion des eaux de la retenue de Séléngué et du barrage de Marakala. Et en images, prestation de serment du nouveau gouverneur de Bougouni ce mercredi devant les autorités judiciaires, administratives, politiques et coutumières de la région. Le général de brigade Ousmane Ouélé a juré de remplir ses fonctions en toute loyauté et cela dans l'intérêt du Mali. Bonne chance au nouveau gouverneur qui remplace ainsi le général Kéba Sankharé. Et dans le cadre des activités du tournoi mémorial ATT, la présidente de la Fondation pour l'enfance, Mme Touré Lobo Traoré, a remis des kits scolaires aux meilleurs élèves de l'enseignement fondamental de l'Académie d'enseignement de Mopti. La remise s'est déroulée à l'école Robert Cissé de Mopti. Reportage Boubacar Sankari. Les 50 meilleurs élèves de l'enseignement fondamental de l'Académie d'enseignement de Mopti récompensés. Ils reçoivent chacun un sac d'écolier. Le geste est de Mme Touré Lobo Traoré, présidente de la Fondation ATT pour l'enfance. Je voudrais, au nom de Mme Touré Lobo Traoré, présidente de la Fondation Amadou Touré pour l'enfance, féliciter et encourager tous les jeunes pour à la fois cultiver l'excellence et le mérite. Pour les autorités scolaires, cette initiative de la Fondation ATT pour l'enfance va contribuer à la culture de l'excellence en milieu scolaire. Cela crée une émulation au sein des groupes scolaires pour permettre à d'autres enfants de travailler afin d'avoir la science, de recevoir donc des cadeaux qu'on puisse chaque année célébrer le mérite scolaire au niveau de l'Académie d'enseignement de Mopti. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la 3e édition du tournoi de football mémorial ATT, un tournoi initié pour perpétuer la mémoire de l'ancien président de la République. À Ségou, environ 13 millions de francs CFA, c'est le coût d'un don de vivre à l'endroit des personnes déplacées internes de Ségou. La cérémonie a mobilisé les autorités régionales, les partenaires techniques et financiers et plusieurs autres personnalités. Reportage Abdraman Sankharé et Bassi Traoré. Au total, 180 kits composés de 50 kg de riz, 50 kg de mil, 5 kg de haricots, 5 kg de sucre, 5 litres d'huile, 5 kg de sel et 5 kg de farine fortifiée Misola. Ce sont là les bienfaits de l'ONG espagnole Ayuda en Action, qui signifie Action pour la paix aux déplacés du cercle de Ségou. Elle permet de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population locale, notamment les enfants de 0 à 59 mois, les femmes enceintes et allaitantes d'une part, et améliorer les conditions de vie des personnes déplacées internes, d'autre part. Cette distribution va contribuer à lutter contre la malnutrition et à améliorer les conditions de vie des personnes déplacées internes dans les communes de Ségou, de Seboukou et de Pelengana. Je remercie toute l'assistance, je remercie tout l'ONG AMSS Ayuda en Action, je remercie tous les partenaires, toutes les autorités qui sont aujourd'hui venues pour assister et participer à l'événement. Mali est indivisible. Tous les Maliens doivent se sentir partout où ils se retrouvent comme chez soi. C'est l'occasion pour moi ici de remercier la population hôte, la population d'accueil pour avoir accepté leurs frères et sœurs. Ces dons viennent rallonger la liste des actions faites par l'ONG et ses partenaires dans la région de Ségou. Page noire de cette édition, Abou Mediane Touré, ancien directeur de la cellule de planification et de statistique du secteur développement rural, nous a quittés. Parents, amis et connaissances ont rendu hommage à un homme exceptionnel qui a consacré une grande partie de sa vie à la cause du développement rural. Aguibou Koulibaly, Mamadou Sidibé.
Abou-Médiane Touré était un haut fonctionnaire dévoué au service de son pays. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du ministère du Développement rural, où il a contribué à l'élaboration et au suivi des politiques et programmes agricoles. Il a notamment été promu au grade d'officier de l'Ordre du mérite agricole en 2016. Je garde Abou le souvenir d'un cadre brillant, un cadre passionné par son travail, un cadre qui était à l'avant-garde de ce que nous voulions faire, c'est-à-dire des changements qui avaient été demandés par les États généraux du monde rural en 1992. Abou-Médiane Touré était également un formateur reconnu dans le domaine des filets sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Il a participé à la formation des porteurs potentiels de projets sur cette thématique en janvier 2017. M. Touré, je l'ai connu depuis le lycée Franco-Arabe de Tombouctou. Et après, nous sommes partis à Yaoundé ensemble pour les études de statistiques. En tout cas, je retiens de lui un homme direct. Il est franc, son franc-parler. Ça peut te blesser, mais il dit toujours qu'il pense dire la vérité. C'est quelqu'un vraiment qui aimait bien son métier. Et c'était un grand commis de l'État et qui aimait bien le développement de son pays. Pour beaucoup, Abou-Médiane Touré n'était pas seulement un collègue, mais aussi un ami cher. Sa gentillesse, son dévouement et son leadership inspirant ont marqué des vies de manière indélébile. M. Touré était dévoué pour la cause de la statistique. C'est un éminent statisticien. Aussi, nous avons travaillé dans le cadre de ses consultations. Il a conduit 3 études initiées par le CEPSTAT. Le jour qui a précédé son décès, il était venu au CEPSTAT présenter à la direction le rapport de l'étude approfondie qu'il menait relative à la création d'un cycle supérieur de formation en statistique au CEPSTAT. Avant la fin des travaux, sa santé était menacée. Il était obligé de surseoir les travaux pour rentrer à la maison et recevoir son médecin traitant. Donc nous pouvons dire qu'Abou-Médiane est tombé l'arme à la main. Abou-Médiane Touré restera dans les mémoires comme un homme intègre, compétent et généreux. Il a consacré sa vie au développement rural du Mali. Touré était au cœur de toutes les réflexions stratégiques et il a su collaborer avec tout le monde. Et nous perdons en lui vraiment une boîte à idées, que son âme repose en paix. Abou-Médiane Touré laisse derrière lui une famille éplorée ainsi que des collègues et des amis attristés par sa disparition. Il repose désormais au cimetière de Faladje. Que la terre lui soit légère. Amen. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je passe le relais à Ibrahim Traoré pour demain 20h. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Nos grands-pères disaient que ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. À méditer. Bonne fin de soirée à tous et à très vite sur l'ORTM.